Sergueï? Allô? Ah Oui, super, je t'entends. Sergueï, tu me captes? je te capte, mais le son n'est pas très bon. Le son est pas bon, hein. Tu C'est peux bizarre. parler? Oui, toi aussi, c'est un peu étouffé, hein. C'est un peu sourd, c'est peut-être le micro, non? Le micro. Ah, attends. Je sais pas toi, Sergueï, mais moi j'ai mis mon masque par habitude Moi professionnelle. aussi, bien sûr. Mais Ah, je c'est peut-être pense. le masque. Attends, je pense qu'on peut l'enlever, hein. On risque pas de postillonner sur les gens avec la webconférence. Ah oui, tu l'as enlevé là? Oui, oui, je l'enlève. T'entends la Ah, différence? ah Vas-y, oui, oui, enlève-le, c'est beaucoup plus enlève-le. net, hein. Mais du coup, j'enlève le mien. Oui, oui, oui. Ah ouais. Dis-moi quand c'est bon. Oui? Voilà, et là tu m'entends? Ah, super, super. Ok. Ah, attends, j'entends, là, il y a Tom qui me dit. Ah, d'accord. Bon, mais Sergueï, on est déjà en direct. Ah d'accord, c'est Oui, parti. bon, c'est parti. Bah écoutez, coucou, bonjour tout le Coucou, monde, bonjour Saint-Jacques. bonjour. Ah, on est vraiment content de vous retrouver et on espère que vraiment vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que voilà, que tout le monde va très bien. Ouais, que ces semaines de confinement n'ont pas été trop difficiles. Voilà. Bon ben on se lance, non, hein? Oh, Bon on ben se lance. allez. Oui, voilà. Ah, ok. Ah, bon, c'est bon Tom? Ok Mathias, super. Bon ben allez go. On se lance. À nous les réseaux. Nous nous retrouvons donc pour ce live YouTube. Circonstances oblige, confinement fait loi à Lausanne comme à Saint-Jacques. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette webconférence expérimentale de notre 5e épisode du feuilleton théâtral Sous nos pieds, qui se déroule sur le secteur Saint-Jacques, c'est-à-dire dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, France, depuis décembre 2019. Alors, cette conférence initialement prévue au Centre culturel Georges Brassens est la dernière de notre série, puisque nous prévoyons un dénouement sous forme de spectacle déambulatoire pour la rentrée. Et là, nous croisons les doigts. Ce confinement nous a donné du temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on peut dire que ce confinement nous a offert du temps que nous avons décidé de mettre à profit pour faire avancer la recherche de cette histoire. Et donc, en pleine conscience professionnelle, eh bien, Sergueï et moi, nous avons choisi de nous confiner dans nos bureaux du Berg à Lausanne. Alors, évidemment, chacun est dans son bureau, mais ça se passe plutôt bien vu que nous sommes voisins. Sergueï, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, je t'entends. Voilà, voisins de bureau. D'ailleurs, dans nos bureaux, comme pour vous tous, j'imagine, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons télétravaillé, hein, nous avons fait des apéros Skype, des Zoom Scrabble. Nous avons aussi fait du sport en regardant des tutos en ligne. Et puis nous avons bien sûr cousu des masques dans l'espoir de pouvoir traverser la frontière, repasser la frontière pour aller vous voir à Saint-Jacques. Bien sûr, nous avons aussi suivi la pandémie, son évolution à la télévision, quel désarroi. Cette Sergueï, pandémie, bien sûr, Sergueï, on comprend, hein, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé avec quelqu'un en direct, mais je pense que peut-être ce serait bon maintenant qu'on se recentre sur notre histoire et que nous plongions tous ensemble dans cette histoire qui nous arrive à Saint-Jacques. mais tu as tout à fait raison, Loumet, tu as tout à fait raison. Alors, bon, avant quand même de raconter notre histoire, je vais nous présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, je suis Loumey Muller et voici mon collègue Sergueï Igouchine. Nous sommes tous les deux anarchéologues au Berg. Je signale aussi la présence en régie de Mathias Moore, chargé d'archivistique, et de Tom Desplaya, qui assure la liaison pour l'Internet mondial. Salut les gars, merci beaucoup. Grâce à vous, on peut faire cette webconférence. Pour ce qui est de Vlora Kosia, que certains d'entre vous connaissent, eh bien, elle a préféré se confiner avec sa famille à Igoumenitsa. Mais rassurez-vous, aux dernières nouvelles, tout le monde est en très bonne santé. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Vlora et pour la rassurer, j'arrose tes plantes. Bon, nous tenons aussi à remercier très chaleureusement le laboratoire artistique Boom Structure à Clermont-Ferrand qui assure, merci à eux, la liaison de terrain. Coucou Cyril, coucou Johanna.
Et puis la métropole de Clermont-Ferrand, eh bien, qui soutient la recherche de cette histoire. Coucou! Coucou qui? Eh bien, mais coucou Marie-Claude, coucou Fabrice, coucou Véronique, coucou... bon, ils sont vraiment très nombreux à la métropole de Clermont. Alors, peut-être Sergueï, si tu es d'accord, je propose de faire un petit previously, si je puis dire, de notre histoire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, afin que tout le monde puisse rentrer d'un même pied dans cette histoire. Et puis, on peut déjà, d'ores et déjà, vous annoncer le dernier rebondissement de cette aventure. Bien évidemment, bien sûr. Oui, donc rebondissement qu'il est temps de rendre public, puisqu'il a eu lieu juste avant le confinement et que nous n'en pouvons plus avec Sergueï de tenir notre langue. Et vous allez voir, au vu de ce rebondissement, eh bien, il semble que cette histoire soit en train de nous rattraper dans le présent. Comme on dit souvent au Berg, en archéologie, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Et même, en ce moment, on peut dire, en archéologie, on ne sait jamais de quoi aujourd'hui est fait. Oui, ça c'est vrai. Cette histoire donc a démarré bien avant l'arrivée du Berg à Clermont-Ferrand dans le quartier Saint-Jacques. Elle a commencé sur le chantier qui se trouve derrière la station-service, à l'entrée nord du quartier Saint-Jacques, proche de l'arrêt de tram Saint-Jacques-Dolé, entre la rue des Lions d'Art et la rue Henri Pourrat. J'imagine que tout le monde visualise la station-service et le petit chantier. Ce chantier a commencé à l'automne 2019 et il va donner naissance à un jardin de ville. Alors, si vous n'êtes pas de Clermont-Ferrand, ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Cela n'influe que très peu sur la compréhension de la suite. Au début de ce chantier, donc, des ossements animaux ont été mis à jour. Les paléontologues ont reconstitué en atelier le squelette de cet animal qui posa alors une multitude de questions. D'éminents scientifiques ont été contactés. Le CNRS a décliné l'invitation. À Saint-Jacques, un rassemblement inédit de structures s'est alors constitué, un rassemblement allant de l'école Jean Massé au musée Bargouin et Lecoq, en passant par la maison du projet, la maison de quartier, un Cerfac, Boom Structure et même le lycée Lafayette, pour tenter de faire face aux questions. C'est presque en désespoir de cause eh bien, que nous avons été contactés pour reconstituer l'histoire de cet animal. Très honoré de la sollicitation à Lausanne, eh bien, l'équipe du Berg s'est rassemblée pour démarrer une étude du squelette. Rappelons qu'un unicum est un animal qui n'a pas d'espèce. Il est seul. Pour précision et note, le terme unicum a été défini par Georges Perec dans son roman La vie, mode d'emploi. C'est un livre tout à fait intéressant. Alors, excuse-moi Sergueï de t'interrompre, mais je pense qu'en fait, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Très bien. Pour ceux qui sont intéressés par l'unicum ou par Georges Perec, je reste bien évidemment à votre entière disposition. J'ai des photos, j'ai le livre. Vous pouvez me contacter sur le chat de ce live YouTube. Nous avons donc décidé de monter une expédition de recherche sur le secteur Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, où nous avons été accueillis très chaleureusement. Après une première conférence de presse qui annonçait notre arrivée, eh bien, nous avons lancé un appel à témoins dans le premier numéro du journal du Berg, et puis nous nous sommes jetés dans la fiction. Plusieurs laboratoires de recherche ont été mis en place avec des habitants contributeurs sur différents secteurs de la ville. Studieux, laborieux parfois, mais souvent fructueux, eh bien, ils nous ont permis d'établir les premières pistes d'interprétation. Alors, tout est parti d'un constat de bon sens de Rama dans un laboratoire à l'école Jean Massé. Je cite sa fiche 124. Il est bizarre, il a 2 têtes de plus que les autres.
Sentiment partagé à la maison de quartier par Fanta qui questionne ce squelette est-il réel ou imaginaire? Et c'est à l'école Jean Massé que une réponse de Fatima nous éclaira. C'est un animal surnaturel. Célina d'ajouter, je pense qu'il est un peu hybride. Jambes d'humain, pattes d'oiseau, cou de girafe. Et Ryan de surenchérir, c'est un mélange de plusieurs animaux. Il a des pattes d'oiseau, un corps d'humain, des têtes de cerbère et aussi une queue de serpent. Alors, hybride, chimère, c'est Patricia qui trancha pour nous. Il est bizarre, c'est un animal mythologique. Le mot mythologique était lancé, corroboré par de nombreuses contributions dans les labos de Jean Jaurès, les hypothèses de Jean Massé, je confonds toujours Jean Jaurès et Jean Massé, les hypothèses fusées. J'ai l'impression qu'il a un corps de cerbère. Célina. Et moi, je pense que c'est un hydre. Nathan. Ça me fait penser à Hercule qui combat l'hydre de Lerne, un animal mythologique. Quand tu coupes la tête, elle repousse. Solène. Mais cette hypothèse d'un animal mythologique soulevait de nombreuses questions et parfois même créait du scepticisme. Goulsoum se questionnait dans sa fiche 128. Un animal fantastique comme celui-là ne peut plus exister aujourd'hui, mais dans le passé, ça aurait été possible. Une contribution de Salomé envoyée par mail, synthétisée. Cette créature nous rappelle les mythes, les chimères et autres créatures multi-espèces. L'unicum est sans doute la découverte la plus étrange et la plus importante de 2019. Elle prouve à tous ceux qui ont cessé de croire en l'imaginaire que les mythes et légendes sont bel et bien fondés. Nos ancêtres ont sans doute côtoyé cette créature. Nous n'étions pas pour autant sortis d'affaire avec Sergueï. Créature mytho, je veux bien. Mais alors, pourquoi cette créature apparaissait-elle à chacun de manière différente? Nous avons alors décortiqué une nouvelle fois les fiches de recherche et là, surtout, nous avons relu Serge. Parce que dans un premier temps, nous n'avions pas bien compris Serge. Il se trouve que Serge a eu comme une révélation, et il faut dire qu'au Berg, nous ne sommes pas coutumiers du fait. Mais je vous laisse savourer la vision que Serge a eue de l'unicum et qui nous a confié à l'issue de son expérience à l'école, à la maison de quartier. Il s'identifie aux êtres qu'il croise. Il n'est pas né comme cela. Il prend une particularité de chaque être qu'il croise. Il est devenu moi, ou moi je suis devenu Louis. L'unicum comme un miroir de nous-mêmes. Cette hypothèse se vérifie chez Manon. J'ai ressenti que l'animal c'était moi et qu'il était méchant. Et aussi chez Célina. J'ai eu direct l'impression d'être dans son époque et de le voir en peluche et en squelette. Alors un grand merci à Serge. Merci Manon, merci Célina, merci Saint-Jacques. Ce n'était pas encore tout à fait limpide, mais notre histoire était lancée, même si on ne voyait pas encore où elle allait nous emmener. Nous avons dès lors considéré cette hypothèse comme vérifiée. L'unicum de Saint-Jacques est un animal mythologique qui a le pouvoir de changer d'apparence en fonction de son interlocuteur. En parallèle de ces labos, il y eut la première conférence fiction qui se déroula le 12 décembre à la salle Duclos et qui orienta fortement nos reconstitutions de l'animal vivant.
Mais surtout, c'est ce jour-là que Marcel entra dans l'histoire et la fit rebondir. En effet, quand Marcel vit le squelette, cette vision déclencha chez lui le même phénomène que dans son roman. À la recherche du temps perdu, dans l'épisode où il mange une madeleine trempée dans du thé et que des souvenirs de son... Sergueï, oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'en fait il faut avancer parce qu'on n'a plus le temps de digresser. Très bien, très bien. Pour ceux qui veulent des précisions sur le lien qu'entretient ce roman, La recherche du temps perdu et sur notre histoire, je reste à votre disposition. Je connais très bien Marcel. On peut en parler à la suite de ce chat du live. Ce qui est important, c'est que ce jour-là, Marcel Proust, voisin de la salle du clos, reconnut immédiatement l'unicum, car il apparaissait sur une vieille carte de Saint-Jacques au XVIe siècle en sa possession, carte qu'il avait découverte 20 ans plus tôt en faisant des travaux dans sa maison. Après quelques jours de réflexion, il décida de donner cette carte au Berg pour étude. À Lausanne, toutes les équipes du Berg se sont mises à analyser cette carte de Saint-Jacques. Parallèlement, nous avons commencé à recueillir des témoignages étranges sur cette histoire. Et peu à peu, la nature particulière de cette ville, le caractère utopique de son fonctionnement au XVIe siècle a pu être décrypté. Cette ville avait une partie souterraine, habitée et aménagée au même titre que la zone terrestre. Les liens entre la ville et l'unicum ont pu aussi être précisés, et ce notamment grâce à une expérience de type 27, dont vous pouvez voir à l'écran quelques photos. Expérience qui a pu permettre de retrouver les devises de la ville qui avait pour mascotte, je vous le donne en mille, notre unicum. Peu de temps après cette deuxième conférence fiction, il s'est produit la cascade d'accidents qui aurait pu stopper définitivement toute notre histoire. En effet, après une interview de Vlora Kossia à Radio Arverne, un terrible accident s'est produit. Vlora et la journaliste ont laissé échapper le sous-verre de la carte qui s'est brisé, endommageant le document en plusieurs endroits. Nous avons rapatrié la carte à Lausanne en catastrophe et toutes les équipes du Berg se sont mis au travail nuit et jour pour tenter de restaurer le plan. C'est au matin d'une nuit blanche que Sergueï a fait cette formidable découverte. En voulant se faire un café pour attaquer sa 26e heure de travail, eh bien, il a renversé sa tasse sur la carte. Paniqué, il a couru passer cette carte sous l'eau. Mais en revenant, il a glissé sur le café qui était tombé par terre, il s'est assommé et il a perdu connaissance pendant plusieurs heures. C'est pendant ce temps où Sergueï avait perdu connaissance que les deux épaisseurs de la carte se sont décollées en séchant, laissant apparaître un texte en vieux français. Il s'agit d'un texte expliquant le fonctionnement utopique de Saint-Jacques au XVIe siècle. Nous sollicitâmes alors Nathalie da Silva, chargée de patrimoine et d'architecture à la direction culturelle de la ville de Clermont-Ferrand. Elle accepta d'apporter le regard de la science sur toute cette aventure. Peu à peu se construisit l'histoire de l'unicum qui a fondé la ville. Était-ce comparable à l'histoire de Romulus et de Rémus pour Rome? Peut-être. Nous avons ainsi recueilli le témoignage du mythe fondateur de cette ville, dont le héros, vous l'aurez compris, était l'unicum. Les contributions arrivaient de toutes parts et nous tentions les recoupements les plus audacieux. On reconstitua, grâce à des protocoles mis au point dans nos laboratoires de Lausanne, des fragments entiers du passé utopique de Saint-Jacques au XVIe siècle. Linda nous révéla dans une interview riche de ses souvenirs du XVIe siècle que l'unicum était encore présent à cette époque. Depuis les premiers temps de Saint-Jacques, en moins 950, il avait construit une ville sous terre. Cette même ville que vous pouvez voir représentée sur la carte. Au XVIe siècle, il fut retrouvé par des habitants, descendus se réfugier sous terre, on ne sait encore pour quelle raison, ça reste à élucider. Mais l'unicum entra alors dans leurs rêves et leur montra la vie à Saint-Jacques en moins 950. Simple et communautaire, elle les inspira pour établir un nouveau fonctionnement utopique au XVIe siècle. Nous savons désormais que l'utopie de Saint-Jacques se caractérise par un fonctionnement collectif et une grande mobilité dans tous les domaines.
que ce soit physique, par la marche, intellectuelle, par l'échange d'idées, ou sociale, par des pratiques collectives. Il est à noter que ces mobilités sont interdépendantes. À titre d'exemple, l'enseignement se fait en marchant. Pour vous donner une idée un peu plus concrète de ces circulations, citons un des éléments du ciment social de cette cité utopique mis à jour par Martine et Cyril. Il s'agit d'un chemin de pain japonais, des pierres très rapprochées sur des rivières qui permettent de marcher sur l'eau, générant ainsi une marche méditative de petits pas par laquelle chacun transmet son énergie. Cette énergie est ensuite collectée et diffusée par le biais d'un réseau d'eau irriguant tout Saint-Jacques. Vous pouvez voir sur cette photo d'un chemin similaire pris au Portugal, donc à quoi pouvait ressembler, en tous les cas au moins son aspect, ce chemin qui était présent à la fois en terrae et en subterrae. Chacun peut emprunter ce chemin, mais cette pratique se fait de manière individuelle. Donc, chaque membre de la communauté participe ainsi à l'équilibre social en marchant de façon solitaire, ce qui permet aussi un bienvenu retour sur soi apaisant. Intéressant en ces temps de confinement. En termes de fonctionnement, on note aussi une coupe dite de feu repérée par plusieurs habitants contributeurs sur la carte et qui semble avoir été un élément important pour la gouvernance et la justice de ce Saint-Jacques utopique, les dirigeants étant tirés au sort. Cette coupe a sans aucun doute inspiré J.K. Rowling pour écrire certains passages de son célèbre roman Harry Potter. Eliane et Johanna ont quant à elles décelé la présence d'un bâtiment faisant la jonction entre terrae et subterrae, un bâtiment central, une muraille. Ce bâtiment est visible depuis n'importe quel endroit de Saint-Jacques à cette époque et entièrement recouvert de végétation. Il s'agit d'un ensemble d'unités en gestion collective qui s'adaptent au désir de l'instant. C'est-à-dire que chacun peut venir faire ce qu'il souhaite à toute heure du jour et de la nuit, seul ou à plusieurs dans l'une de ces unités. Vous voyez actuellement un plan de coupe de cette muraille reconstitué par Claire et Cess. Alors, précisons tout de suite, pour éviter les confusions, que ce bâtiment est sans rapport avec la muraille de Saint-Jacques que l'on connaît aujourd'hui, qui, elle, par contre, a été identifiée par des élèves du lycée Lafayette comme un vestige de antémural. C'était un mur d'enceinte en pierre de Volvic qui permettait de protéger la cité des intempéries et des vents d'ouest, créant ainsi un microclimat dans Saint-Jacques. Enfin, l'unicum, bien sûr, a gardé une place importante dans le fonctionnement utopique de Saint-Jacques au XVIe siècle, même s'il a été déplacé du quartier même. En effet, on se rendait au temple de l'invention et de la contemplation pour observer l'animal mystique au sein, à l'intérieur même du puits de Dôme, lors de rites ou de cérémonies qui n'ont pas encore été totalement décryptées, mais dont le but était clairement d'enrichir l'imagination des visiteurs. Des découvertes passionnantes qui ont été élaborées lors de deux fameux labos Carto au musée Lecoq et au musée Bargoin, ainsi qu'à la Balise, appartement-atelier situé dans la muraille de Saint-Jacques. À Saint-Jacques, certains habitants contributeurs multipliaient les expériences de manière empirique et spontanée. Nous avions l'impression parfois que nous ne contrôlions plus cette histoire, que nous avions raté des épisodes. Il faut reconnaître toutefois que ces expériences tous azimuts des habitants ont permis le dernier rebondissement de cette histoire survenu il y a quelques semaines. Après un laboratoire au lycée Lafayette, quelques étudiants ont pris sur eux de poursuivre leur recherche buissonnière en quelque sorte, et c'est au cours d'une de leurs promenades anarchéologiques qu'ils ont fait cette ultime découverte.
ils ont mis à jour le vestige de ce qui pourrait bien être une entrée dans la ville souterraine identifiée sur la carte du XVIe siècle. Est-ce la dernière pièce de notre puzzle? Cette photo qui reconstitue la scène est impressionnante, n'est-ce pas? Nous avons bien sûr tenté de nombreuses investigations sur le site avant notre mise en confinement et nous les poursuivrons dès notre libération, mais il semble bien qu'avec cette découverte, l'histoire contamine le présent. La fiction dépasse le réel. Où mène cette entrée dans le sol? Était-ce un simple tunnel qui relie deux points de Saint-Jacques? Ou bien y a-t-il derrière cette entrée des ramifications qui mènent à des bâtis, à des salles, à des routes, comme le laisse supposer la carte de notre histoire? Pour tenter de répondre à ces questions, car il en reste encore, eh bien nous vous proposons une expérience. Un protocole anarchéologique que nous tentons ce soir pour la première fois. Une expérience de type 76, largement inspirée par les chemins de pas japonais et plus particulièrement par les marches méditatives solitaires des Saint-Jacquais, Saint-Jacquoises au XVIe siècle. Alors avant tout cela, je voudrais d'abord rappeler la théorie de base de l'anarchéologie, c'est-à-dire la théorie qui a permis l'ensemble des découvertes que nous venons de relater et la reconstitution de toute cette histoire. Donc voici cette théorie. L'anarchéologie considère que celui ou celle qui marche à un endroit de la Terre, en même temps qu'il peut voir les paysages qui l'entourent, s'engage dans l'imaginaire de cet endroit. L'anarchéologie s'intéresse aux imaginaires du passé pour recomposer un dialogue avec ceux qui nous ont précédés et rêver les histoires qu'ils veulent peut-être encore nous raconter. Dit d'une autre manière, quand on marche sur un territoire et qu'on regarde les paysages autour de soi, eh bien, on entend les histoires de la ville qui remontent à la surface. L'esprit des lieux qui parle à nos pieds, en quelque sorte. Il semble donc que cette histoire commence à s'exprimer de manière autonome dans la ville. Et nous vous proposons donc de sortir et de marcher dans la ville pour écouter les histoires qu'elle nous raconte. Alors dit comme ça, bien sûr c'est un peu abstrait, mais vous allez voir, le protocole est très simple, laissez-vous guider. Bien sûr, vous allez faire cette expérience dans le respect des gestes barrières et en vous munissant, vous pouvez la préparer, de votre attestation dérogatoire pour activité physique du jour. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire cette expérience, mais vous allez voir, c'est quand même très agréable. Et puis, dernier petit point très important, nous, sur Live YouTube, en fait, nous a permis d'inviter des personnes qui n'habitent pas Saint-Jacques ou qui même ne connaissent pas encore ce petit coin d'utopie imaginaire. Alors, pour cela, nous faisons le pari qu'avec un peu de laisser-aller à la rêvasserie, eh bien, vous pourriez peut-être apercevoir des images de Saint-Jacques utopiques ou peut-être même, aussi très intéressant, faire des connexions entre le territoire que vous arpentez et l'utopie qui se déployait donc à Saint-Jacques au XVIe siècle. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à tenter avec nous l'anarchéologie. Je l'ai testé sur mes enfants, enfin ou plutôt avec mes enfants ce week-end à Lausanne, et c'est très joyeux, je dirais. Oui, il s'agit en fait d'une application au pied de la lettre de notre théorie anarchéologique. Vous allez marcher dans Saint-Jacques et vous engager dans son imaginaire. Alors, avant de sortir, nous vous proposons avec Sergueï une petite préparation, comme souvent avant nos expériences, une préparation très simple. Sergueï, est-ce que tu es prêt? Je suis complètement prêt. Très bien, donc pour vous qui nous regardez, c'est le moment de vous munir de la balle de tennis ou du rouleau à pâtisserie que nous vous avions invité à prendre pour cette conférence. Voilà, donc prenez le temps d'aller chercher vos objets.
Alors, cette expérience peut se faire debout, mais c'est quand même bien plus agréable assis. Donc, on vous invite aussi à vous vous saisir d'une chaise. Et si vous êtes confiné à plusieurs, eh bien que chacun prenne une balle de tennis ou un rouleau à pâtisserie pour que vous puissiez faire l'expérience tous en même temps. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ça au fur et à mesure. On a des solutions alternatives. Voilà. Alors, maintenant que vous avez tous pris vos affaires, rouleau à pâtisserie, balle de tennis, c'est bon pour toi, Sergueï? Ah ouais, c'est bon pour moi. Super. Donc, vous allez vous installer confortablement bien au fond de votre siège et vous allez enlever vos chaussures si ce n'est pas déjà fait puisque vous êtes chez vous. Voilà. Donc, prenez le temps de vous installer, enlever les chaussures et puis vous allez placer sous un pied la balle de tennis ou bien le rouleau à pâtisserie, hein, selon ce que vous avez, qu'on appellera désormais les objets de massage. Voilà, vous êtes bien installé. Et maintenant, vous allez faire rouler l'objet de massage sous votre pied en veillant à bien garder tout le temps le contact. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'objet de massage, aucun souci, vous pouvez aussi attraper votre pied et le masser, le malaxer même, je dirais, ce qui devrait déjà vous procurer pas mal de sensations. Voilà, et pour les autres, eh bien, vous roulez. De cette manière, vous allez éveiller les capteurs de territoire qui se trouvent sous votre voûte plantaire et qui contient 6000 terminaisons nerveuses, hein, autant de capteurs donc de territoire à mettre en éveil. Voilà. Tout va bien, Sergueï? Eh bien, écoute, je mets en éveil mes 6000 capteurs de territoire. Voilà. Vous êtes donc en train de procéder à un éveil anarchéologique de votre pied. Quand vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez fermer les yeux et vraiment maintenant savourer la sensation. Profitez vraiment de cet instant. Et maintenant, je vous propose de rouvrir les yeux et de placer votre objet de massage sous l'autre pied pour procéder de la même manière à un éveil anarchéologique, un réveil de vos capteurs de territoire. Voilà. Pareil, on garde bien toujours le contact ou on continue à bien malaxer. Et quand le mouvement est bien intégré, vous fermez les yeux et vous savourez. Et tout en gardant les yeux fermés, tout en massant votre pied, vous allez passer en revue tout ce que vous avez vu, entendu ou peut-être même rêvé du passé utopique de Saint-Jacques. En somme, tout ce que vous connaissez de cette histoire. Faites un scan de toutes les informations, toutes les sensations, toutes les histoires que vous avez pu attraper, saisir, découvrir de ce Saint-Jacques utopique, de cet unico. Quand vous avez passé en revue tous les éléments que vous connaissez de l'histoire que nous sommes en train de reconstituer, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous chausser ou vous rechausser. Et vous serez alors prêt à tenter l'expérience. Pendant que vous mettez vos chaussures, je vous donne les dernières indications avant de partir. Donc chacun va marcher à son rythme et laisser venir les images qui lui remontent par les pieds. Alors, vous allez voir, ça peut être un flash, mais ça peut être aussi une sensation, ou même peut-être vous allez revivre un bout de l'histoire que nous avons reconstituée, que vous avez entendue.
Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais quand vous sentez que ça vient, eh bien, tenez bon. Tenez bon, laissez-vous aller dans ce moment, savourez-le et tentez de retenir ce que vous allez découvrir à ce moment-là, découvrir ou ressentir de notre histoire pour ensuite nous le raconter à votre retour chez vous. Le temps de l'expérience est libre. Si vous êtes d'accord, vous pourrez ensuite donc nous envoyer vos récits, votre vécu ou bien ce que vous aurez découvert en nous écrivant à l'adresse suivante berg.anarchéologie@gmail.com. Surtout, n'hésitez pas, même si c'est presque rien, toutes les contributions sont riches pour poursuivre cette histoire. Voilà, eh bien vous êtes prêts, on vous souhaite une bonne balade à tous. Bonne balade! Voilà, on arrive au terme de cette webconférence. On était vraiment très heureux avec Sergueï. Très heureux, très heureux. De vous retrouver, de pouvoir vous raconter le dernier rebondissement et puis tout ce qu'on a pu reconstituer au cours de notre présence à Saint-Jacques. On peut dire même que vous nous manquez terriblement. Terriblement! Et on vous donne bien sûr rendez-vous sur l'internet mondial par mail pour que vous nous envoyiez vos contributions et puis vous tenir au courant de nos prochains rendez-vous. À bientôt Saint-Jacques. À bientôt, à bientôt. Ciao.